Pouvez, s'il vous plaît, inscrire quel est votre nom, quelle est votre organisation et également où vous êtes présentement. Et s'il y a également des messages concernant les batteries de véhicules électriques, vous pouvez les inscrire dans le chat. Alors, je vais vous donner 1 ou 2 minutes. Alors, le but aujourd'hui est donc de présenter ce que Gaia fait concernant les batteries électriques et également pourquoi nous nous intéressons à ce sujet. Et également, nous allons discuter de ce que nous avons fait et ce que nous avons appris dans les différentes régions. Quelles sont les stratégies, quels sont les plans également pour l'avenir et les projets pour l'avenir. Alors, le programme aujourd'hui sera premièrement d'avoir une introduction rapide quant à l'équipe qui travaille sur les questions de batterie pour véhicules électriques. Et il y a donc 4 présentations aujourd'hui. Il y a la mienne, donc, qui portera sur l'aperçu de la fin de vie des batteries. Et également, il y aura une présentation sur les perspectives régionales par Kenza. Et ensuite, il y aura une session en plénière où nous parlerons donc d'une présentation sur les activités régionales. Et ensuite, nous allons donc clôturer le tout. Alors, j'aimerais également vous rappeler que l'interprétation est disponible. Alors, vous devez cliquer sur l'icône du globe au bas de l'écran et vous pouvez donc bien sûr choisir le français si c'est la langue de votre choix. Vous avez également alors, Carrie, merci pour votre présence et de votre travail. Alors, j'aimerais maintenant commencer par une introduction de l'équipe batterie de Gaïa. Alors, c'est un plaisir justement de travailler avec cette équipe. Il y a 5 régions qui sont représentées donc dans cette équipe. C'est l'équipe donc globale. Alors, aujourd'hui, il y a 3 leads régionaux. Alors, il y a le lead pour l'Afrique. Il y a moi-même donc pour l'Asie-Pacifique et Jeff. Alors, j'aimerais dire pourquoi est-ce que nous sommes intéressés par les questions donc de batteries électriques et les déchets. Alors, nous sommes préoccupés justement par l'abandon et les déchets donc de batteries. Alors, nous sommes préoccupés par l'abandon des combustibles fossiles qui nécessitent des batteries. Alors, nous savons que les batteries sont nécessaires pour stocker l'énergie renouvelable. Alors, il s'agit d'une partie essentielle de la transition énergétique et nous voyons qu'il y a une menace, en fait, qui provient du nombre croissant de batteries, donc, qui sont ainsi dans nos déchets. Alors, 60% de la demande de batteries lithium-ion, devient déchet et donc, nous savons également que cela concerne surtout les véhicules électriques. Donc, nous savons, nous envisageons donc 1,2 million de batteries de véhicules électriques et ils en arriveront à leur fin de vie, 14 millions en 2040 et 50 millions en 2050. Alors, effectivement, il s'agit donc d'une fin de vie dangereuse pour les batteries électriques. Alors, ce que nous avons fait, eh bien, nous avons fait de la recherche, l'engagement et le développement de stratégies. Je ne vais pas y aller trop en détail, mais je vais vous parler donc de ce que nous avons appris grâce à ces études, grâce à ces efforts de recherche. Et nous avons donc justement eu des programmes d'engagement des membres. Nous avons consulté plus de 150 organisations et je suis certaine que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont participé. Et parmi ces stratégies, nous avons donc notre initiative de hiérarchie zéro déchet pour les batteries de véhicules électriques.
Alors, voici la première présentation sur la vue d'ensemble de la fin des batteries, hiérarchie de zéro déchet de Gaia. Alors, ce serait en fait la présentation de Jeff. Je vais donc faire de mon mieux pour vous présenter sa présentation, justement. Alors, qu'est-ce qu'une batterie de véhicule électrique? Je vais commencer au centre. Il s'agit de la batterie elle-même. Donc, c'est la batterie de lithium. Et il s'agit donc d'une batterie qui utilise différents minéraux. On utilise donc l'ion, le cobalt et autres. Alors, vous voyez ici donc ce qui est utilisé donc dans la structure de ces batteries. Alors, nous avons donc des modules de batterie à lithium-ion et dans ces modules, on fait des packs de batteries. Alors, c'est la dernière forme de la batterie que nous utilisons. Et donc, pour faire ces batteries, on utilise donc vraiment beaucoup de minéraux. Alors, les batteries sont utilisées dans différents véhicules électriques, y compris les voitures électriques, les bus, les camions, les scooters ou les mobylettes, les vélos électriques, les jeepneys électriques, les chariots élévateurs électriques, etc. Et notre préoccupation, donc, c'est que le marché de ces batteries est en constante évolution, mais nous n'avons pas nécessairement réfléchi à la question de la réparation et du recyclage. Alors, nous avions autrefois les batteries au plomb pour les premiers véhicules électriques et ensuite on a les batteries hybrides nickel-métal et maintenant nous avons des alternatives aux batteries lithium-ion même qui sont développées. Donc, on a les batteries sodium et autres. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas facilement recyclables. Alors, nous voulons voir ce qui se passera par la suite et nous voulons pouvoir nous assurer que justement nous ayons des solutions durables lors de la fin de vie de ces batteries. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de vie de ces batteries de véhicules électriques? Eh bien, les batteries des véhicules électriques sont donc mises au rébut alors qu'elles sont encore à 70, de 70 à 80 de leur capacité initiale et il n'y a pas beaucoup de réparation, de recyclage. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été conçues en tenant compte de la circularité. Il est donc dangereux et difficile de les manipuler. Et également parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisation de ces batteries de véhicules électriques, eh bien, on voit une augmentation des déchets de batteries électriques. Alors, on a donc un marché qui est considéré comme le Far West, c'est ainsi que nous l'appelons, avec seulement 5 des batteries de véhicules électriques qui sont, entre guillemets, recyclées. Alors, il y a trois préoccupations qui sont identifiées dans cette présentation. Premièrement, c'est donc la pollution surtout en fin de vie de ces batteries. Alors, je vais parler donc d'une victoire communautaire à New York, aux États-Unis. Alors, les résidents locaux se sont soulevés contre un projet de recyclage de batteries polluantes à Endicott. Et ce qu'ils ont fait, donc, c'est qu'ils ont démontré que la société allait recycler ces batteries, mais qu'il y aurait justement de la pollution. Alors, en fait, ils ont halté la construction de cette installation de recyclage. Alors, vous voyez ici sur la photo qu'ils célèbrent ce gain ou cette victoire. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a également une préoccupation concernant la pyrométallurgie? Alors, vous voyez ici que lorsque nous incinérons les batteries, alors il y a un micro allumé. Alors, une des préoccupations, c'est le faible taux de récupération.
Et donc, la plupart des composants de la batterie sont perdus. Il y a les émissions toxiques, une consommation d'énergie et gaz à effet de serre et le risque pour les travailleurs et les communautés. Alors, l'hydrométallurgie permet-elle de recycler ces batteries? Eh bien, il s'agit plutôt d'une série de processus de purification appliqués à des matériaux de batterie pré-traités. Alors, on voit donc qu'il y a justement un pré-traitement et il y a donc les batteries qui sont déchargées et donc il y a des solvants qui sont donc appliqués et ensuite on a donc justement ces batteries qui sont préparées à la fusion ou à l'incinération et donc il faut justement utiliser un processus d'hydrométallurgie pour purifier. Donc, le recyclage présente de nombreux défis. Alors, on parle ici donc de l'étape de la conception des coûts, collecte et accès à l'information et politique. Alors, pour la conception, les piles ne sont pas conçues pour être réparées, réutilisées et à autres fins ou recyclées. Donc, il y a un manque de standardisation et les coûts donc sont très élevés. Alors, allons maintenant vers la deuxième préoccupation, c'est batterie. Alors, justement, donc, il y a une durée de vie artificiellement limitée dans ces véhicules sans possibilité de réparation. Alors, justement, c'est très difficile. Plus de 50% des pannes de batterie se produisent au niveau du module et seuls quelques centres de remise à neuf spécialisés peuvent réparer ces batteries. Alors, parfois, c'est presque impossible parce que lorsque la société automobile conceptualise la batterie, eh bien, il y a une durée de vie artificiellement limitée et les fabricants de batteries vendent ces packs, vendent ces batteries à différents prix. Et donc, le coût est prohibitif. Donc, même si la réparation est possible, son coût est très élevé. Et donc, c'est parfois impossible. Alors, la troisième préoccupation, c'est le colonialisme et les flux de déchets. Alors, nous sommes concernés, préoccupés par l'exportation des véhicules électriques usagés. Et cela peut entraîner des risques pour la santé publique dans les pays destinataires. Alors, on sait qu'il y a des risques pour la sécurité, pour l'environnement. Et nous savons également, donc, il y a beaucoup de risques sanitaires pour les pays du Sud, particulièrement. C'est donc dangereux pour les collecteurs de déchets, pour également les risques d'incendie et d'explosion. Et vraiment, une autre préoccupation, c'est le manque de données sur la réglementation et la réparation. Donc, il y a vraiment un manque de transparence. Alors, on voit donc cette tendance en ce moment parce que le nombre de batteries qui proviennent de ces véhicules électriques est relativement peu élevé en ce moment. Mais nous savons qu'il y aura de plus en plus de batteries électriques qui seront bientôt déchargées vers les pays du Sud. Alors, voici un aperçu de la stratégie de hiérarchie zéro déchet de Gaia pour les batteries de véhicules électriques. Alors, comme toute autre stratégie, nous avons commencé par établir cette hiérarchie. Alors, on commence par les déchets et vous voyez, nous montons. Et il y a également la question donc du recyclage. Et c'est donc une approche ascendante. Et au bas, donc, vous voyez
Ce qui est inacceptable, c'est l'élimination de ces batteries par incinération, donc la pyrométallurgie. Alors, la solution serait donc de réduire à la source et il y a également différentes initiatives afin d'assurer que les batteries soient conçues avec justement un cycle de vie plus durable. Alors, on parle de réparer, réutiliser et remettre à neuf. Alors, on parle également donc de réparation, on parle de réutilisation des batteries de haute qualité dans un autre véhicule et on parle donc de garantir la transparence et l'accessibilité de l'historique des batteries et les informations donc sur sa fonctionnalité, sur la santé et également s'assurer que les batteries peuvent être remises en état pour trouver leur fonctionnalité d'origine. Alors, j'ai bien expliqué déjà qu'il y a justement une solution qui est de réutiliser. Alors, nous parlons ici de transparence également, qui pourrait jouer un grand rôle afin d'assurer donc la durabilité de ces batteries. Il faut donc garantir la transparence et l'accessibilité de l'historique de la batterie et des informations sur la santé afin de faciliter la prise de décision en matière de réutilisation. Alors, on voit ici donc qu'il est possible donc d'avoir des partenariats au niveau mondial. On a donc l'ONU, on a également la Convention de Basel, on a également donc différentes alliances. Et il y a d'ailleurs un rapport spécial sur les batteries des véhicules électriques. Il y a également l'Alliance mondiale des batteries, donc la GBA, qui est un partenariat public-privé travaillant en élaboration transparente du liste de ces batteries. Suivons de très près donc ces développements. Nous participons d'ailleurs à leurs travaux. Il y a également Lead the Charge, qui est un de nos partenaires, qui classe donc les 18 constructeurs automobiles en fonction de leur engagement, en fonction donc de leur traitement des batteries. Nous travaillons également avec la coalition CIRGE, qui est formée par des groupes indigènes pour demander des comptes, pour en fait tenir redevables les entreprises minières. Alors voilà les différents partenaires. Alors c'est la fin de mon aperçu, de ma présentation. Je vais maintenant inviter Kenza à parler de la perspective africaine. Alors bonjour à tout le monde. Alors j'aimerais voir avec les interprètes si vous m'entendez bien. Donc oui, on entend très bien. Tout le monde peut voir mon écran. Alors, comme on vient de le dire, nous avons commencé ce projet il y a un an et nous avons tranquillement fait de plus de recherches pour voir ce qui se passe dans le domaine. Et au tout début, donc, on a au tout début, donc, nous avons examiné la fin de vie de ces batteries, le marché de ces véhicules électriques et ce que nous avons observé, c'est que l'Afrique, lorsqu'il était question de la fabrication de ces véhicules, mais c'était un joueur très important lorsqu'il est question d'extraction minière. Alors, comme on l'a mentionné, donc comme Dun en fait l'a mentionné, les batteries dépendent beaucoup de certains minéraux et ce sont des batteries qui proviennent de l'Afrique
Et par exemple, en termes de chiffres, ce que cela signifie, eh bien, c'est lorsque vous regardez la chaîne d'approvisionnement de ces véhicules électriques, lorsque vous allez vers la toute fin, eh bien, vous avez les véhicules électriques, vous voyez. À la fin, on a donc une économie ici un marché de 7 trillions de dollars. Eh bien, en Afrique, on est donc au niveau de l'extraction minière à 1 et 11 millions de dollars, milliards de dollars, pardon. Alors, ce sont vraiment des chiffres énormes. C'est même c'est en fait presque incompréhensible, cette magnitude. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons un continent qui produit la plupart des minéraux, qui est un peu laissé pour compte et d'ailleurs qui en vit les impacts. Alors, nous avons donc également eu des consultations. Certains d'entre vous sont d'ailleurs sur cet appel. Alors, nous avons environ 25 membres de Gaïa qui ont été consultés dans 15 pays. On a parlé beaucoup, par exemple, des minéraux qui proviennent de la RDC. En fait, 70% du cobalt mondial se trouve en RDC. On a également parlé de la transition énergétique. Donc, c'est un concept ou un terme qui n'est pas nécessairement applicable dans les pays en Afrique parce que certains de nos pays en Afrique ne sont pas assez industrialisés pour avoir cette transition, par exemple, de l'énergie qui dépend du charbon au, et des combustibles fossiles à grande échelle. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas comparable, en fait, à ce qui se passe dans le Nord. Alors, nous savons que beaucoup de pays, donc en Occident, par exemple, ont les moyens d'effectuer cette transition, mais nous n'avons pas autant donc de possibilités ou de potentiel pour cette transition. Alors, en fait, ce que nous disons, c'est que nous voulons prévenir la mise en décharge des déchets. Nous voulons développer la durée de vie de ces batteries pour permettre des applications de seconde vie pour les batteries usagées et prendre compte de l'ensemble des impacts du cycle de vie. Alors voilà les enseignements tirés de la réunion régionale. Nous avons dit que nous devons toujours continuer à définir une stratégie. Alors nous ne savons pas quelles sont les conséquences de la fin de vie de ces batteries pour véhicules électriques et c'est justement quelque chose de très préoccupant. Et nous sommes en train d'examiner cela. Alors, on a été absent de certaines conversations et c'est pourquoi nous avons justement le fardeau de ces déchets. Alors, nous devons absolument être présents dès le début. Alors, si nous ne sommes pas impliqués dans ces discussions dès le départ, eh bien, nous sommes vraiment au bout où nous recevons seulement les déchets sans pouvoir dire notre mot. Alors, il s'agit entre autres d'un colonialisme des déchets et cela signifie qu'il y a des importations euh, d'autres pays vers nos pays. Donc, une importation de ces déchets. Alors, la plupart des pays en Afrique ont des voitures de seconde main ou des voitures usagées. Alors, nous avons souvent des voitures de seconde main qui finissent par en fait mourir, si on peut dire, ou arrêter de fonctionner sur notre continent. On a également des déchets textiles, des déchets électroniques et des déchets automobiles. Alors, pour la région, on pourrait donc s'attaquer au système capitaliste. On pourrait parler donc de renforcer ces conventions internationales, telles que les conventions de Bamako et de Bâle, pour prendre compte de ce nouveau flux ou ce flot de déchets. Alors, nous allons donc expliquer pourquoi est-ce que nous considérons cela comme une nouvelle filière. Alors, on parle également de gestion des déchets tout au long du cycle de vie. On parle donc de l'EPR, où le fabricant assume la responsabilité des piles qu'il fabrique. On parle également des risques sanitaires liés au recyclage et également on parle de proposer des solutions et des alternatives. Alors, il s'agit là des domaines d'intervention de nos travaux et c'est ce que nous avons donc décidé en tant que membre de Gaïa sur le continent. Alors, j'aimerais maintenant passer à l'aperçu de ce qui s'est passé par la suite. Alors, j'effectue de la recherche pour voir ce qui se passe en matière d'e-mobilité. Alors, mobilité électronique, pardon.
Alors, nous avons commencé en tant qu'équipe à examiner donc les batteries pour véhicules électriques et nous avons remarqué que très souvent, ce n'est- ce ne sont pas seulement les véhicules électriques, mais ce sont également les batteries pour stocker l'énergie. Mais pour ma recherche, je voulais pouvoir vraiment focaliser. Je voulais voir si j'allais examiner les batteries à ion, si j'allais focaliser sur le stockage de l'énergie. Alors bien sûr, il y a des chevauchements, mais il fallait donc justement se focaliser sur quelque chose. Et donc pour cette euh, présentation, je vais parler de e-mobilité. Alors entre autres, il y a différentes choses dont je vais parler aujourd'hui, les politiques en matière des mobilités. Alors, il y a quatre catégories de pays. Il y a les pays avec les industries automobiles, Maroc, Afrique du Sud, Nigeria. Et donc, ces pays n'ont pas forcément eu des politiques de mobilité électronique pour les marchés locaux. Et donc, il y a certaines motivations qui sont demandées pour certains véhicules électriques, mais euh, en fait, les choses changent rapidement pour pouvoir construire, fabriquer des véhicules électriques, puisque les voitures doivent être vendues à d'autres pays qui veulent changer, évidemment, toutes les voitures qu'ils ont déjà et qui sont existantes dans leur pays. Et c'est le cas pour certaines marques parce que, évidemment, l'Europe veut se tourner vers au moins 100% ou peut-être même 50%, je crois, d'ici à 2030, il me semble, peut-être 2050. Euh, Je suis basée au Maroc, donc nous savons que nous avons des usines qui sont construites pour pouvoir faire des batteries pour ces voitures. Nous avons aussi et puis avec des politiques comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Seychelles, l'île Maurice, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, pour des véhicules de transit de masse. Et donc, cela implique les bus, les minivans, c'est une façon pour pouvoir transporter les populations euh, de façon massive et pour que cela se fasse de manière plus verte et plus favorable pour l'environnement. Les véhicules eux-mêmes peuvent être électriques, euh, mais souvent, d'où vient l'électricité? Ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui fonctionne en faveur de l'environnement. Donc, nous avons aussi des politiques pour les deux et les trois roues. Donc, on parle évidemment ici de motos. Vous avez l'Éthiopie, le Togo, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Madagascar, la Sierra Leone et la Tanzanie qui ont des politiques qui sont en place pour encourager euh, l'électrification de ces deux et trois roues. Et vous avez aussi des pays avec des politiques de mobilité électrique avec pour les véhicules légers au Ghana, l'île Maurice, en Mozambique, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et en Zambie. Et je voulais aussi vous faire remarquer que ce sont des politiques pour la mobilité électrique, mais les politiques ne sont pas forcément suffisamment claires. Ce qui est intéressant ici, Euh, lorsque l'on parle des batteries, vous parlez au moins de trois ministères qui doivent se rassembler. Le ministère du transport, de l'environnement et souvent la gestion des déchets, c'est souvent sous le ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a besoin de législation extensive sur notamment les déchets électroniques, notamment c'est le cas au Ghana. Et avec les batteries des voitures électriques, euh,
Évidemment, il s'agit là, lorsqu'on parle des déchets, ce sont des déchets que l'on peut anticiper, qui vont être de très forte quantité à l'avenir. Et donc, comment allons-nous faire pour pouvoir répondre à cette quantité de déchets et quelle législation devons-nous mettre en place pour pouvoir faire face à ce nombre important de batteries? Et donc, est-ce que ces lois doivent réguler ces déchets comme des déchets électroniques ou comme des déchets dangereux? Parfois, ils peuvent, avoir différentes catégories selon les pays, pour pouvoir, les définir. Et donc, vous voyez ici, il y a un programme de e-mobilité de l'UNEP. Je sais que ce que ce que j'ai entendu, Heu, il depuis hier et aujourd'hui, c'est que l'atelier, auquel j'ai assisté, les gouvernements, les industries, et aussi les organisations de la société civile qui ont participé, il semble que les gouvernements sont aussi très inquiets par le colonialisme, la colonisation le colonialisme des déchets. Hem, Énormément des flottes, de véhicules électriques sont des, voitures importées et qu'est-ce qui se passe lorsque ces véhicules qui sont importés, s sont des véhicules utilisés? Est-ce qu'il y aura des infrastructures qui seront nécessaires, pour pouvoir recharger les voitures, par exemple? Et aussi les prix, que cela, implique. Et également, la gestion de la fin de vie de ces batteries est importante et il faudra aussi parler de la mise en œuvre, de passeports, électroniques, pour ces batteries et puis avoir un transfert des capacités pour, les recycleurs locaux sur le continent pour qu'ils soient capables de faire un recyclage, en fait, en toute sécurité sur ce continent. Ah, attendez, je vais vite, finir, excusez-moi. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'appels pour, parce que nous avons en fait énormément de batteries qui viennent de la Chine et de l'Europe et pas tant des États-Unis en Afrique, mais nous devons travailler avec, les fabricants, au niveau de la conception. Pour, voir la durabilité de ces batteries et nous voyons aussi également beaucoup de réutilisations qui ont été faites, notamment en Afrique du Sud avec, la crise d'énergie qui existe dans ce pays, où les batteries, des véhicules électriques sont réutilisées pour, les maisons, les résidences, lorsqu'ils n'ont plus accès à l'électricité en raison des problèmes de crise énergétique. Et donc il faut un transfert des connaissances, pour, heu, les personnes basées en Afrique et donc c'est pour cela que les gouvernements disent qu'ils travaillent sur cette question en ce moment. Donc voilà ce que je voulais vous dire, pour, le continent Afrique. Je vais devoir retourner à l'atelier de l'UNEP, donc je vais devoir quitter, mais si vous avez des questions, peut-être que Desmond pourra me les transférer et me les faire suivre. Mais merci beaucoup à vous tous et donc je vais donner maintenant la parole à Maya. Alors Mayank, va nous rejoindre, il est de la région Asie-Pacifique. Alors Kenza, ce sera peut-être, plus facile de présenter en fait ce contexte puisqu'en fait, Kenza a déjà parlé des questions de colonialisme des déchets, et aussi, la relation avec les pays du Sud et je pense qu'en fait une région comme la nette, nous, sommes considérés comme faisant partie, du Sud global. Donc pour la région Asie-Pacifique, c'est très divers, donc c'est très difficile de vous dire ce qui se passe vraiment dans la région. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que cette présentation va vous montrer que, il y a une, importance de chaque, sous-région, en fait. Il y a des acteurs très importants, dans cette région
sur le travail des déchets et des batteries. Alors, diapositive suivante. Euh, Coupez-moi aussi si je prends trop de temps. Donc, lorsque nous parlons de la région Asie-Pacifique et des batteries en général, il faut se souvenir qu'une région, la Chine, domine l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et cela il y a nombre important de matériaux qui sont nécessaires pour ces batteries de véhicules électriques et c'est pour cela que la Chine a un contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, euh, la recherche, la rapidité à laquelle les recherches sont réalisées essaye de correspondre en fait au marché qui est en pleine progression. Et donc, il y a évidemment une domination dans la région de la Chine, mais il y a aussi, ce qui est important, c'est que nous avons aussi des automobiles qui sont fabriquées sur place au Japon, en Corée du Sud. C'est 70% du marché mondial des batteries. Et donc, dans notre équipe, nous avons consulté 25 organisations parmi 5 pays. Nous avons fait des webinaires euh, et donc nous avons eu des réunions pour comprendre ce qui se passe sur les batteries des voitures électriques. Mais en Inde, euh, l'Inde, en fait, aujourd'hui, veut se retrouver en fin de ce jeu parce que elle développe ses capacités pour fabriquer, recycler les batteries de véhicules électriques et donc euh, s- ils sont en train d'améliorer leurs capacités. Et donc, ils ont besoin, en fait, de développer ces capacités en matière de fabrication et de recyclage des batteries. Et ils ont donc pour cela augmenté la capacité de recyclage. Et donc, c'est l'idée ici est de mettre l'accent sur cette capacité de recyclage pour devenir un leader pour la gestion de fin de vie des véhicules électriques. Et donc, il y a une coopération avec l'Union européenne pour le recyclage, notamment des minéraux dans les batteries des véhicules électriques. Pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, en fait, ils ont la plupart des matériaux premiers et donc le nickel, le cobalt et le cuivre. Mais au niveau des politiques, nous voyons qu'il y a en fait une feuille de route sur les véhicules électriques en Asie du Sud-Est parce qu'ils ont les matériaux dont le Nord a besoin. Mais nous n'avons pas développé notre propre industrie. Donc, cela implique évidemment différents programmes et nous essayons d'avoir un développement dans toutes les industries. Et donc, il y a évidemment des problèmes parce que vous avez des politiques qui existent, mais peut-être que nous n'avons pas suffisamment de politiques pour le recyclage et la collecte des matériaux. Et donc, il faut pouvoir recouvrer finalement toutes les étapes de la vie d'une batterie de véhicule électrique. Alors, diapositive suivante. Donc, ici, c'est important parce que nous voulons comprendre en fait ce qui se passe au niveau des gouvernements, de certains acteurs sur les batteries des véhicules électriques. Donc, c'est un point supplémentaire de notre ordre du jour, finalement, puisque ici, nous parlons de l'empreinte carbone, du transport, l'amélioration de la qualité de l'air, la pollution du bruit, la réduction de l'utilisation de l'énergie et une dépendance moins importante des importations des énergies fossiles et le choc aussi des prix externes.
Nous parlons aussi du transport du pétrole et nous essayons de réduire, en fait. Mais ce n'est pas forcément accessible à tous. Pour les pays d'être, ont besoin d'avoir un contrôle sur ces nouvelles formes d'énergie. Et donc, il y a également des politiques industrielles. Ils veulent développer un avantage comparatif. Euh, et donc, là, on parle aussi de sécurité de l'énergie. Qui est-ce qui est le propriétaire de ces matériaux et qui contrôle la chaîne d'approvisionnement pour le lithium, le cobalt, la manganèse, le nickel et le graphite? Évidemment, cela est la propriété. Nous avons besoin de connaître ces informations pour avoir un futur avec une utilisation faible de carbone ou une émission faible de carbone. Parmi les 25 nations qui fournissent des batteries, 25 nations en fait qui approvisionnent en batteries viennent de l'Asie du Sud-Est. Et donc, ça a un impact évidemment sur la fabrication, etc. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les véhicules électriques et la transition juste. Donc, ici, on parle des cycles de vie et quelles sont les problématiques et les acteurs avec lesquels nous devons discuter pour pouvoir comprendre, en fait, cette chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques. Donc, c'est aussi une question de justice, comme pour les plastiques. Donc, il y a évidemment l'étape de l'extraction des minéraux. Et donc, nous voyons énormément d'extraction dans les mines et aussi dans les océans, beaucoup d'extraction à ce niveau-là. Et ensuite, le process des matériaux, pardon, et aussi la production de composants. Nous parlons ici des risques sur l'écosystème en Indonésie, des conditions de travail qui sont très mauvaises puisque les travailleurs sont exposés dans ce processus. Et aussi, évidemment, euh, ils produisent des batteries et donc euh, cela a un impact sur toute la production, en fait, des véhicules électriques. Donc, Euh, ici, on parle de la production des véhicules électriques et aussi la production des packs de batteries. Il y a évidemment des millions de personnes vont être affectées par cette transition et cela se passe déjà aux Philippines, au Japon, où des pièces sont produites pour les véhicules électriques et on se rend compte que moins de travail est nécessaire pour pouvoir produire ces véhicules. euh, Et donc, il n'y a pas forcément de dialogue qui a lieu sur cette transition juste au niveau de ces pays. Et donc ensuite, le dernier point, il s'agit de la reconception, de la réutilisation et du recyclage. Comme ça a été mentionné par Doon, cela inclut évidemment l'hydrométallurgie, la pyrométallurgie et la biométallurgie qui produisent évidemment une toxicité sur les êtres humains et sur l'environnement. Et donc, nous découvrons en fait la toxicité de ces éléments. Mais ce que nous savons, c'est que le recyclage implique la toxicité, ou produit une toxicité sur les humains et l'environnement. Et donc, nous avons vu que, par exemple, aux Philippines, les collecteurs de déchets avant. Et en fait, les batteries des véhicules électriques, une fois qu'ils décortiquent en fait ces batteries, on se rend compte que
Ces collecteurs de déchets, en fait, un d'eux d'ailleurs, on se souvient de cette histoire où il était mort parce qu'il a ouvert cette batterie. En fait, la batterie a explosé, il a été électrocuté lorsqu'il a dû gérer ce matériel. Et ça a lieu parce qu'il n'y a pas de directive, il n'y a pas de conseil dans la façon de pouvoir gérer ces déchets. Donc, alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut évidemment trouver des financements pour le développement de l'industrie. Non, le financement qui a augmenté sur le développement de l'industrie des véhicules électriques fait partie, en fait, du financement du climat. Pourtant, il y a très peu de discussions sur la gestion de fin de vie, notamment pour récolter ou collecter ces matériaux ou pour l'utiliser pour une seconde vie. Il y a des intérêts qui sont plus forts pour le recyclage et pour l'application de seconde vie. Cela est dû au risque au niveau des produits toxiques que l'on peut retrouver. Et comme je l'ai mentionné, certains pays pauvres commencent à voir un flux euh, de de trois roues électriques. Et donc, cela a un impact sur, ça peut amener des problématiques de sécurité et des problématiques géopolitiques. Et, nous parlons ici aussi de sécuriser les matériaux pour la production de batteries qui finalement encourage un recyclage mené par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, des pays qui ont une industrie automobile sur place. Et donc, nous avons aussi une collecte des matériaux, des batteries qui sont menées par des recycleurs informels et des collecteurs de déchets qui sont exposés même à différents euh, euh, dangers liés à leur travail. Et donc, il y a des innovations qui commencent à intervenir, mais évidemment, les profits sont assez faibles en ce moment. Même dans les pays où il y a un manque aussi de technologie sur le recyclage. Et souvent, il y a un manque d'infrastructures, d'investissement. Et donc, les méthodes actuelles sont souvent dangereuses et confidentielles. Il y a des méthodes qui sont exportées par le Japon, d'autres par la Chine. Et donc, il y a différents risques sur les méthodes de recyclage, comme le recyclage direct qui augmente. Il y a aussi un potentiel pour pouvoir traiter certains pays dans la région comme des marchés pour des véhicules euh, électriques de faible degré. Et souvent, on oublie de parler en fait des trois roues. Et pourtant, ce sont des exportations qui sont importantes dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a différents problèmes de politique. Donc, c'est aussi important de voir cela parce que euh, dans le nord, ils parlent de trains électriques, mais en fait, euh, ces véhicules de faible degré, comme on peut les appeler, il s'agit de vélos électriques peut-être, ou de deux ou trois roues, il y a des batteries électriques et finalement, ils produisent énormément de déchets. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, je pense que ça fait déjà 8 mois que nous avons des consultations avec le secteur. Nous avons discuté des différentes priorités que nous avons dans notre région. Nous ne sommes pas forcément prêts encore pour faire des campagnes, malgré nos progrès, parce que les progrès sont très rapides, mais nous ne sommes pas forcément encore prêts. Et donc, il faut évidemment un engagement sur les politiques et les médias pour
construire en fait ce récit sur les véhicules électriques et donc se focaliser sur la mobilisation des ressources parce qu'il y a une disparité entre le nord global et le sud global avec des questions historiques auxquelles personne n'a encore répondu ou qui ont été ignorées en raison de problèmes technologiques, disparité au niveau de l'infrastructure. Ici, nous parlons du fait que nous avons énormément de populations qui n'ont pas accès à l'électricité déjà. Et donc, nous avons des véhicules électriques et lorsque nous les rechargeons, c'est compliqué parce que les coûts sont encore élevés et les voitures électriques sont elles-mêmes très chères. Et donc, ce n'est pas forcément accessible pour les personnes les plus pauvres. Donc, il y a énormément de problèmes. Donc, ce sont des problèmes de justice auxquels on ne répond pas et que l'on oublie ou que l'on ignore. Et donc, il y a aussi une disparité au niveau des infrastructures. Donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir ces problématiques liées à la justice. Et donc, il faut aussi parler des politiques sur les déchets zéro. Donc, évidemment, vous savez, il faut penser à la conception avant même de penser au recyclage. Par exemple, parce que si nous ne pensons pas à cela, nous allons reproduire les mêmes injustices. Donc, il y a une recherche sur les questions des systèmes de batteries électriques. Où sont envoyées ces batteries électriques? Alors, il y a déjà des systèmes de collecte dans les magasins, là où ils sont vendus d'ailleurs, mais nous ne savons pas forcément exactement où ces batteries sont envoyées par la suite. Est-ce qu'on les envoie dans les pays pauvres, etc. Et ensuite, il faut trouver des alternatives et des solutions, sur les solutions à trouver. Quelles sont aussi les fausses solutions? Il faut que, évidemment, quelles sont les politiques et les infrastructures qui sont nécessaires pour s'assurer d'une inclusivité et aussi de la sécurité de la collecte de ces matériaux. La production et aussi le renforcement des capacités et du partage de connaissances qui est important. Il faut des plateformes et il faut engager la discussion de manière rapide, mais nous devons aussi nous avons aussi besoin de capacités. Il faut aussi continuer notre analyse sur les parties prenantes et aussi renforcer les alignements parce qu'il y a énormément d'opportunités pour travailler avec les organisations des droits humains, etc. Et en fait, c'est leur expliquer la façon dont nous voyons les choses dans la région. Voilà, j'espère que cela vous a apporté des informations intéressantes sur la région Asie-Pacifique. Merci beaucoup. Donc, je vais inviter Aline pour présenter la perspective européenne sur les questions de batterie de véhicules électriques. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais partager. Est-ce que quelqu'un peut partager ma présentation et mes diapositives, s'il vous plaît? Parce que je vois que certains collègues devaient le faire, mais malheureusement, ils ont des problèmes de connexion. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Merci d'une. Je vais me présenter en attendant. Je suis Aline. Je viens de Zéro Estéra et je vais parler des différents faits marquants pour l'Europe. Je euh, euh, arrive. Great. So I think first kind of screenshot which is useful. Alors, voici un peu un état des lieux de l'Europe.
pour que vous ayez cela à l'esprit, si nous parlons de l'Europe et des batteries des véhicules électriques. Et donc, les informations importantes, c'est que l'Europe est l'un des 3 principaux marchés pour les véhicules électriques. Et en même temps, ils ont des objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques pour les voitures neuves et également pour les ZEV, qui sont des véhicules avec des émissions faibles, donc pour les nouvelles voitures, les vannes. Et la cible est de 2035, donc c'est une cible importante pour l'Europe en 2035. Et donc, aussi, c'est important de se souvenir, c'est que l'Europe, elle a des régulations de la batterie qui sont complètes et qui ont été adoptées récemment. Et donc, c'est le premier continent finalement qui a cette législation sur les batteries. Ensuite, sur la droite, nous avons 35 membres dans 26 pays qui ont été consultés. Et en général, nous pouvons dire que il y a souvent une déconnexion entre le travail des membres en Europe, mais il faut dire que certains membres, par exemple Adriana, et certains membres sont engagés dans un travail pour réduire la demande de minéraux et travailler sur la circularité. Donc, je vais vous demander peut-être de partager l'étude que vous avez réalisée parce que c'est un travail qui est très intéressant. Donc, le travail est limité sur cela, mais nous reconnaissons que c'est quelque chose de clé sur lequel nous devons travailler. Donc, suivante, je vais vous parler davantage de Alors, je vais contexte maintenant vous sur donner l'Europe. plus grand contexte sur l'Europe. Alors, je crois que c'est important de se souvenir de l'état des lieux. Alors, les productions de batteries à combustible pour les véhicules électriques, eh bien, en Europe, il y a de nouvelles installations de production qui ont été annoncées, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour rattraper la production de l'Asie de l'Est. Et donc, actuellement, l'Union européenne est un important importateur net de batteries pour les véhicules électriques en Europe. Alors, prochaine diapo. Je parlerai donc davantage de la fabrication. Alors, 10% de la capacité mondiale de fabrication de batteries est en Europe et c'est surtout en Hongrie et en Pologne. Et cela devrait passer à 44 gigawatts en 2020 à 1200 gigawatts d'ici 2030. Alors, l'Europe a une capacité estimée de recyclage d'environ 200 000 tonnes de batteries de véhicules électriques et souhaite doubler ce chiffre d'ici 2025. Alors, voici quelques chiffres, quelques données. Alors, on va à la prochaine diapo. Vous verrez ici un contexte concernant la législation. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de législations qui ont été adoptées très récemment. Alors, il y a eu beaucoup de travaux à ce sujet au cours du dernier mois, également parce que je travaille sur la question politique. Donc, évidemment, j'ai donc un intérêt spécifique pour ces questions de législation. Alors, en termes de cadre, alors l'Union européenne a un objectif d'être neutre climatiquement, donc d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Mais si on regarde maintenant les véhicules à zéro émission, donc c'est ZEV, donc on parle donc de zéro réduction des émissions de CO2 pour les nouvelles voitures et camionnettes à partir de 2035. Et il y a des objectifs intermédiaires d'ici 2030. Alors, on parle de 55 de réduction des émissions de CO2 pour les nouvelles voitures électriques à partir de 2030. Et je crois que c'est très important de souligner ceci parce que
justement, les fabricants automobiles doivent avoir une direction claire. Et je crois également que c'est important de comprendre ce que cela veut dire que d'avoir des objectifs, des cibles. Parce que, par exemple, pour le premier objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, ceci est donc contraignant pour les États membres de l'Union européenne et ils peuvent être même tenus redevables en justice. Alors, justement, cet objectif de véhicule à zéro émission donc est contraignant pour les fabricants automobiles et il y aura également des amendes très salées d'ailleurs qui seront donc émises et il y aura également une procédure légale possible. Alors, je voulais simplement vous parler de cela, à savoir qu'il y a donc des législations en place. Prochaine diapo. Concernant donc la législation ou les règlements, alors je voulais vous donner un aperçu des règlements de législation qui sont liés à ce sujet, aux batteries, donc pour véhicules électriques. Alors malheureusement, cette diapo ne peut donc contenir toutes les législations dont je parle, mais j'aimerais parler de certaines d'entre elles, particulièrement le règlement de l'Union européenne sur les batteries, la CRMA, la loi sur les matériaux critiques. Donc, je vais commencer par parler de le règlement sur les batteries. Alors, il s'agit d'un règlement très compréhensif, très détaillé. Donc, on parle ici d'exigences obligatoires pour les batteries et des objectifs en matière de collecte, de traitement et de recyclage. Alors, la procédure est achevée pour ce règlement, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y aura des prochaines étapes. Il y aura donc des législations secondaires qui parleront d'apport du recyclage, par exemple. On parlera d'objectifs en termes de recyclage. Et donc, il y aura donc en fait des législations secondaires qui ne sont toujours pas développées. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ces législations secondaires. Mais j'aimerais également parler un peu donc de la loi sur les matériaux critiques, donc CRMA. Alors, en fait, l'Union européenne devrait extraire 10 des matières premières nécessaires sur son propre sol d'ici 2030. Alors, on parle de l'Union européenne qui serait indépendante en termes d'extraction des matières premières. Alors, c'est important de comprendre cela. Et comme vous le voyez sur la diapo, il y a des objectifs clairs en termes de pourcentage justement matières premières, de minéraux qui seront extraits du sol européen. Alors, vous voyez ici que c'est une loi, pardon, très importante. Donc, c'est important de comprendre cette loi sur les matériaux critiques. Et je vais maintenant parler donc de la législation européenne en matière de batterie. Alors, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails, mais j'aimerais peut-être parler de certaines choses, donc. Alors, cette législation introduit un passeport numérique pour les batteries. Alors, nous avons déjà parlé de certains aspects de ces batteries, l'aspect toxique, donc, et cela sera fait très rapidement. Et ce passeport numérique sera fait par le biais de codes QR et également cela sera spécifique aux batteries concernées. Et donc, c'est très important parce que c'est une législation qui vraiment expliquera ce que cette batterie, ou ce passeport plutôt, devra inclure comme information. Alors également, cette législation fixe un contenu recyclé minimum. Encore une fois, c'est très détaillé. On parle des différentes composantes ici de batteries. Alors, on n'oblige pas à utiliser les batteries de véhicules électriques pour une seconde vie après qu'elles ne soient plus utilisables dans les véhicules. Toutefois, c'est une législation qui contient différents aspects du règlement facilitant clairement cette démarche. Alors, disons que ce n'est pas obligatoire, mais il y a donc justement cette mention dans la législation. Il y a également l'EPR, donc la responsabilité première, qui s'applique à toute personne qui met la batterie sur le marché de l'Union européenne. Et également, cette législation fixe les niveaux minimums de matériaux récupérés. Alors, il y a un briefing, en fait, qui a été produit et qui explique
ces différentes choses. Alors, lorsque vous irez sur la prochaine diapo, vous verrez un hyperlien. Vous pouvez donc cliquer pour avoir plus de détails. Alors, je vais maintenant vers la prochaine diapo. Je vais maintenant conclure pour ce qui est de ma présentation sur l'Europe. Alors, je crois que nos conclusions montrent que alors que l'approche de la rareté et de l'extraction des ressources axée sur les batteries des véhicules électriques est essentielle, mais pourrait également être incomplète parce que nous savons que les impacts environnementaux, sociaux, sanitaires des véhicules électriques sont vraiment au-delà de la batterie même. Alors, pour vous donner un exemple, pour être peut-être un peu plus pratique, eh bien, les produits minéraux donc trouvent dans différentes composantes dans les phares des voitures et autres. Donc, on parle ici des minéraux rares. Alors, particulièrement vrai si on considère le fonctionnement de la législation de l'Union européenne, parce que la nature est interconnectée dans la législation de l'Union européenne. Alors, si on parle ici de plaidoyer sur les différentes politiques, il faut adopter une approche holistique. Alors, en fait, on parle ici de réglementation des batteries et on ne peut pas ignorer donc les législations secondaires parce que cela sera interconnecté. Donc, vraiment, la législation de l'Union européenne est interconnectée et on parlera également des appareils électriques et des autres appareils, justement. Alors, cela va beaucoup au-delà des véhicules électriques. Alors, il y aura donc un impact plus élargi. Et ce qui est important, donc, de comprendre, et peut-être que vous pourriez garder deux, trois questions en tête. Eh bien, premièrement, pour comprendre le contexte plus large sur les batteries et les véhicules électriques, eh bien, il faut comprendre que cela se produit sous l'égide de la loi sur les matières premières critiques. Alors, c'est une tentative de l'Europe de réduire sa dépendance aux matières premières critiques provenant de pays tiers. Et donc, ceci sera accéléré par le prochain mandat, donc à partir de septembre 2024. Et également très important, au niveau de l'Europe, il est très clair que cette stratégie est importante et il faut travailler. Il est important de travailler en incluant ces travaux dans d'autres filières. Alors, on parle, oui, il faut avoir moins de voitures sur les routes, mais il faut également réduire l'usage de ces batteries. Il est également important de comprendre que justement, il y a des opportunités en termes de politique, de législation, et donc il faut se pencher sur les questions du cycle de vie, donc de l'économie circulaire. On parle donc de récupération, de recyclage. Alors en fait, ces questions sont interconnectées, donc il faut intégrer ce travail dans notre cadre plus large, tout en reconnaissant les opportunités de l'expertise législative. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors maintenant, nous allons avoir une session de questions-réponses. Nous avons déjà des questions dans le chat concernant ma présentation. Je vais essayer d'y répondre une à la fois. Alors, Lo-Yann de Europe a posé cette question, à savoir que voulez-vous dire par recyclage? Alors, c'est une très bonne question. C'est ce que nous essayons de comprendre en ce moment. Alors, que voulez-vous dire en fait par recyclage approprié? Il devrait donc y avoir différents critères. Alors, il faudrait tout d'abord il faudrait avoir donc des instructions très claires. Alors, on parle ici de recouvrir donc cette efficacité. On parle également d'impact sur les communautés locales. Donc, il faut considérer également l'émission des gaz à effet de serre.
dans le processus. Alors, en fait, ce que l'on dit lorsque nous parlons de recyclage efficace, eh bien, c'est qu'il faut considérer différents facteurs qui, donc, justement, permettent de réduire l'impact socio-environnementaux sanitaire. Alors, nous travaillons sur cela en ce moment et nous sommes en train de voir ce que cela pourrait dire en termes d'hydrométallurgie. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de durabilité? Il y a également une autre méthode qui est donc un autre type de recyclage. Nous sommes en train d'examiner, voir s'il s'agirait d'une possibilité. En ce moment, nous sommes préoccupés parce que la question du recyclage des batteries est très difficile, très complexe. Il y a des problèmes liés à la technologie thermique, à la question donc des dissolvants. Il y a également donc les problèmes des résidus. Et donc, nous allons pouvoir partager plus de recherches dans l'avenir. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de réponse définitive. Une autre question, donc, que j'ai reçue de Suzanne et de Jana, portait sur les différents types de batteries pour différents véhicules. J'ai répondu à cela dans le chat. Alors, je peux dire que nous sommes surpris parce que les batteries sont fabriquées de différentes manières. C'est donc difficile de vraiment comprendre comment chacune d'elles est construite, fabriquée, parce qu'il n'y a pas de standardisation dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Alors, il y a différents produits chimiques, il y a différents types de batteries. Alors, nous n'avons pas vraiment donc pu vraiment examiner la question, par exemple, des trains électriques et autres, mais nous allons nous pencher sur cette question également. Et une chose que j'aimerais dire également, c'est que dans la visite sur le terrain que Maya a mentionné dans les Philippines, eh bien, nous avons remarqué que il y a des batteries à acide qui ont été utilisées parce qu'elles étaient moins chères que les batteries à combustible. Alors, il y a donc différents facteurs et c'est donc très complexe, justement, parce qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un aperçu d'ensemble de la conception-fabrication de ces batteries. Alors, Kenza, je ne sais pas s'il y a des questions pour vous. Je ne pense pas. Maya, je crois qu'il y avait une question concernant les directives sanitaires pour la manipulation donc des déchets. Maya, est-ce que vous avez une réponse? Pas vraiment. Je ne peux pas prétendre avoir une réponse claire. Alors oui, il y a des directives pour les déchets électriques en général. Alors, on parle ici de déchets des laptops, des ordinateurs portables, donc des téléphones mobiles, mais il n'y a pas de directive pour les batteries pour les véhicules électriques en tant que tels. Mais il y a des discussions en cours et là, il y a donc une position que nous voyons donc émerger concernant la manipulation sécuritaire, concernant le recyclage, concernant donc justement les directives techniques, mais il n'y a pas vraiment de mouvement. En fait, ces directives ne sont pas développées au même rythme que l'augmentation donc de ce marché des batteries. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a également les directives graduelles de base. Alors, je crois que cela pourrait peut-être être, mais ce n'est pas vraiment centré sur la protection des personnes, par exemple les ramasseurs de déchets. Alors, nous devons vraiment nous faire entendre afin d'assurer qu'il y ait des réglementations, des directives très claires. Il faut qu'il y ait également de la formation pour pouvoir protéger les personnes qui sont impactées par ces déchets. Et donc, une autre question pour Maya qui vient de Piotr. Alors, je crois que la question, en fait, dit que Maya a mentionné qu'il y a un manque de reconnaissance
des véhicules électriques légers. Alors, en fait, la législation est très centrée sur l'Europe et l'utilisation de batteries pour les véhicules électriques, les voitures en tant que telles, mais on se demande s'il serait utile d'utiliser également les véhicules plus lourds parce que on ne devrait pas, en fait, encourager l'usage de véhicules plus lourds. Bon, alors je crois que j'ai répondu à cette question dans le chat. On ne dit pas non à ce type de véhicules électriques plus légers, mais ces types de véhicules électriques sont également problématiques. Par exemple, en Asie-Pacifique, lorsqu'ils arrivent en Asie-Pacifique, il n'y a pas d'infrastructure pour le recyclage. Ils arrivent par millions dans nos marchés, par exemple en Asie du Sud-Est. On parle ici des mobylettes, par exemple. Alors, rien n'est. Et justement, ils sont souvent fabriqués avec des métaux de moindre qualité. Ce sont des mobylettes très légères. Les batteries ne sont pas nécessairement recueillies. Et voilà, donc c'est un peu ma réponse en termes de valeur économique dans le recyclage. En fait, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas, il y a très peu de valeur économique pour ce type de matériaux. Donc, en fait, les batteries, les mobylettes même sont en fait dans les euh, décharges. Alors, il s'agit d'une mauvaise fabrication ou du moins une fabrication de moindre qualité. Et lorsque l'on parle aux communautés, eh bien, ils achètent ces mobylettes électriques parce que cela permet de réduire les dépenses liées à la gasoline, par exemple. Mais ce n'est pas vraiment la discussion que nous devrions avoir. Nous ne devrions pas parler du type de véhicule électrique. Il faudrait plutôt se focaliser sur l'ensemble du problème, comment décarboniser les systèmes de transport. Alors, ce n'est pas nécessairement les voitures électriques qui sont la solution ultime. Peut-être qu'on pourrait encourager la marche à pied, on pourrait encourager le transport public. Alors, on pourrait peut-être encourager l'utilisation de vélos pour le transport. Ce n'est donc pas seulement les véhicules électriques. Merci. Merci, Mayam. Est-ce que vous avez d'autres opinions ou d'autres commentaires à faire? N'hésitez pas. Oui, si vous m'autorisez. Merci beaucoup, Mayam, pour votre réponse. Je suis d'accord avec vous. Nous avons besoin d'avoir des solutions parallèles qui sont qui vont bénéficier davantage la population et les faire les faire marcher, avoir de meilleurs réseaux ferroviaires. Mais j'aimerais aussi faire remarquer que cela s'applique à différentes présentations. Ici, c'est que pour la décarbonisation de notre économie, nous devons penser en fait aux ramifications que de tout ce qui peut être électrifié. En fait, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est pas d'échanger un pour un en fait. En fait, il ne faut pas passer juste du carbone juste vers l'électricité, mais il faut aussi penser à l'efficacité en fait de changement de solution. Personne n'a dit, je pense presque personne, que euh, il y a des voitures qui ont des problèmes au niveau de recyclage et donc si nous comparons nous devons comparer en fait les scénarios et ne pas comparer plutôt les véhicules électriques eux-mêmes. Oui, alors peut-être que je peux rajouter quelque chose parce que je ne crois pas que ce que nous ne voulons pas dire cela. Nous ne sommes pas opposés aux véhicules électriques, mais nous pensons que tout le monde poussait en fait à l'électrification et particulièrement en Europe. Et donc il y a une poussée notamment des ONG et d'autres organisations pour l'électrification. La dernière année, c'est ce qui s'est passé et sans forcément parler de toutes les problématiques liées à l'électrification. Donc c'est peut-être pour ça que nous avions besoin de donner un peu de ce contexte à tout le monde. Nous sommes en faveur de l'électrification et du zéro déchet, mais nous devons faire attention et prendre en compte toutes les problématiques qui sont liées. Donc, évidemment, réduire avec aussi le manque d'efficacité, mais il faut aussi penser au recyclage. Par exemple, ce que je vois en Europe,
Et avec les ONG, de nombreuses personnes disent que poussons pour l'électrification, mais sans être conscient de tous les problèmes, notamment de l'aspect recyclage de ces véhicules électriques. Donc, il faut aussi prendre cela en compte pour être sûr que oui, nous poussons vers l'électrification, mais dans quelle mesure nous devons le faire et comment nous devons le faire tout en prenant en compte toutes les problématiques qui y sont liées. Donc, excusez-moi si vous n'avez pas tout à fait compris ce que nous voulions dire. Nous avions essayé d'être assez précis dans ces présentations, mais j'espère que vous avez vu que nous ne sommes pas contre, mais en faveur, mais qu'il faut prendre tous les problèmes en compte. Oui, merci beaucoup, j'apprécie votre réponse. Je voulais juste clarifier cela, en fait, euh, que nous allons évidemment dans la même direction. Merci beaucoup pour ce commentaire, en fait, parce que je suis d'accord que l'électrification, c'est, c'est important, mais comme nous l'avons dit, dans certaines régions, ce sont en fait, c'est un changement d'une source d'énergie vers une autre. Et nous ne voyons pas en fait tout à fait le processus et qui est le propriétaire de cette grille électrique et quelles sont les sources, d'où viennent ces sources, est-ce que c'est des sources vertes, comment cela est fait, comment ce changement est réalisé pour passer d'une forme d'énergie vers une autre. Et donc, en pensant au concept de transition juste, parce que c'est un changement, une évolution rapide qui est évidemment rapide et nécessaire. Donc, l'électrification, c'est important, mais il n'y a pas que cela. Euh, il ne faut pas regarder que les émissions, mais aussi toutes les problématiques sociales qui existent également. C'est important. Nous devons raffiner cela dans tous ces espaces dans lesquels nous nous engageons. Alors, je sais qu'il y a aussi dans le chat quelqu'un qui nous parle euh, d'avoir en fait des transports publics qui soient fiables. Donc, cela fait partie de la hiérarchie dont nous parlons, d'avoir un transport pardon, public qui soit encouragé. Et nous avions aussi deux questions qui nous restent dans le chat. La première, est-ce qu'il y a des cas de dépôt de masse de batteries de véhicules électriques, de dépôt sauvage de batteries de véhicules électriques? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Donc, le dumping, en fait, euh, de, de batteries de véhicules électriques. Il y a évidemment des décharges toxiques, notamment en Chine. Nous avons des reportages photos d'ailleurs sur cela. De nombreux documentaires ont été réalisés sur les voitures électriques en Chine. Et il y a évidemment des endroits où cela existe. Ce ne sont pas forcément des dépôts massifs, mais le dumping existe. Notamment sur le dumping d'autres pays de certains pays vers d'autres pays. Merci beaucoup, Mayam. Alors ensuite, je voulais aussi, nous avons une question sur la façon de répondre à comment nous devons nous assurer pour avoir un cadre de réglementation qui permette une gestion des déchets des batteries de véhicules électriques. Donc oui, peut-être que la première étape, c'est d'avoir un webinaire comme celui-ci et de rassembler et partager les connaissances et les stratégies et nos projets euh, futurs. Et donc Gaïa, évidemment, travaille sur ces questions. Nous sommes impliqués avec différents membres, avec différents projets, avec notamment des enquêtes avec différentes organisations sur le terrain. Donc, restez en contact avec nous pour voir les prochaines activités. Nous apprécions euh, que nous sommes ravis de vous avoir eu pour ce webinaire et merci pour vos questions. Nous avons hâte d'avoir une nouvelle opportunité comme celle-ci. Euh, voilà, je vais maintenant clôturer ce webinaire, sauf si vous avez peut-être un commentaire très important ou une question importante à partager avec nous tous. Euh, donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.
Merci.